Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lyon. Mmh. Bonjour Sophie. Bonjour Ophélie et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors Sophie, c'est un très bel exemple. Elle a changé de vie en la quarantaine. Elle nous expliquera un petit peu quelle a été sa vie avant de devenir entrepreneur. Et elle est aujourd'hui conférencière, auteure, coach, spécialiste également de la relation à l'argent et investisseuse. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Sophie? Avec plaisir. Donc je suis donc, coach professionnel. Moi, ma mission à moi, c'est, d'inspirer, plus de 100 000 femmes, à vivre, leur vie, de ce qu'elles veulent faire. C'est vrai que j'ai une vision de l'entrepreneuriat féminin un peu différente, peut-être de par mon âge, j'en sais rien, enfin, en tous les cas, de toute mon expérience. Et c'est vrai que la relation à l'argent, c'est quelque chose que j'ai, tout de suite, moi-même vécu puisque, quand on passe du salariat, à l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Parce que je pense que c'est un ongoing process, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit, sur lequel on doit travailler en permanence. Et donc, je suis effectivement auteur de 2 livres, Demande à l'univers, réalise ton big dream, que j'ai écrit, donc qui est sorti l'an dernier, et Investir ensemble, que j'ai coécrit avec mon mari, qui est un livre donc dans lequel on parle de notre parcours d'entrepreneur dans l'immobilier, d'investisseur, puisqu'on avait cette volonté, on s'est rencontrés, d'investir pour pouvoir se créer du revenu supplémentaire au service de notre vie. Donc l'immobilier, c'est une aventure aussi qui n'est pas toujours évidente. Puis donc, comme tu le disais tout à l'heure, je fais des conférences. J'ai eu la chance d'intervenir dans des endroits comme le Palais des Congrès, le Grand Rex. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai cette chance. Et puis régulièrement, là, par exemple, mardi prochain, je vais intervenir à Nantes, justement, sur une conférence spéciale avec pas mal de femmes entrepreneurs. Donc voilà, je suis appelée assez régulièrement à parler de mon expérience, de ce que je vis moi, de ce que j'ai vécu, et j'espère pouvoir inspirer d'autres femmes à trouver en tous les cas de la résonance et de l'alignement avec à qui elles sont, et mener en fait leur vie comme elles l'entendent. Les gens disent de moi que je suis une femme culottée. Hein? Avoir de l'audace, c'est essentiel. J'aime bien dire que les petites filles sages vont au paradis, les autres vont là où elles veulent. Qu'est-ce qui t'a fait, switcher du salariat vers l'entrepreneuriat à l'époque? Pour être honnête, lorsque j'étais salariée, j'étais aux États-Unis, et d'une certaine façon, enfin, c'était un espèce de in between, parce que finalement, j'ai créé la filiale d'une société française. Donc, c'était une PME qui avait 25 personnes. Nous, on a créé le bureau à Miami. À l'époque, enfin, quand on l'a créé, en fait, on a créé notre propre structure qui ensuite a été rachetée par la maison mère. Donc, d'une certaine façon, on va dire, c'était pas un vrai salariat ni un vrai entrepreneur, c'était quelque chose un petit peu entre les deux. Moi, ce qui me motive, j'ai des parents qui étaient, enfin, un père qui était profession libérale, une maman qui était profession libérale aussi. Donc, j'ai quand même grandi dans ce milieu, on va dire. Et ce qui m'a motivée principalement, c'est la liberté, en fait, hein, de faire ce que l'on souhaite. Après, aujourd'hui, ce que je constate, hein, pour voir, parce que ça s'arrive d'accompagner dans la mobilité certaines personnes, tu vois, des nanas qui veulent changer de voie, etc. Je constate quand même que le marché de l'emploi est en train de répondre quand même à un grand besoin profond de liberté. Et dans les annonces de postes que tu peux voir aujourd'hui, l'accent qui est beaucoup sur du télétravail, des jours supplémentaires. J'ai entendu parler récemment d'une boîte qui proposait des semaines de 4 jours. Enfin, je sens quand même que cette volonté, de toutes les façons, aussi de la part du salariat, quand même d'évoluer vers quelque chose dans lequel il y a plus de liberté. Et ça, c'est aussi nouveau, et c'est assez intéressant, et de voir que finalement l'entrepreneuriat fait évoluer aussi l'entreprise. En tous les cas, les grosses boîtes, et même voir les institutions, hein, tu vois, comme tu vois, par exemple, moi j'habite à Bordeaux, Bordeaux Métropole, des institutions comme ça qui essaient d'attirer des talents. Et donc, pour attirer des talents, ils se rendent compte qu'il y a aussi besoin de flexibilité. La vraie richesse de nos vies finalement, c'est, d'arriver sur un bel équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles et trouver plus de liberté, d'autonomie. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça, c'est avoir plus de liberté, avoir plus de choix. C'est pas parce qu'on est derrière un bureau H24 qu'on va forcément être plus performant.
Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai pu rencontrer, c'est cette croyance, hein, que, parce que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, souvent, j'ai constaté que plein de femmes avaient tendance à travailler à over-deliver, enfin à travailler encore plus, hein, et finalement, elles se retrouvaient prises à leur propre piège d'être encore plus performantes, de travailler encore plus d'heures, parce que, bah, il y avait pas forcément les résultats tout de suite, hein. Donc c'est effectivement cette espèce d'équilibre que l'on peut retrouver dans le salariat, qu'on doit retrouver aussi dans l'entrepreneuriat, à mon sens, hein. Voir comment on fait pour jongler avec ça. Et c'est une recette qui est pas évidente et qui finalement est très personnelle, en fait. Justement, selon ton expérience, est-ce qu'on peut à tout moment réécrire sa vie et marcher vers sa vie de rêve? Ah mais alors, mais absolument, parce que moi ma vie, je l'ai réécrite, je sais pas combien de fois. Je me suis mariée plusieurs fois, 3 fois, tu vois? Donc on peut dire que quand même que je pense que je l'ai réécrite plusieurs fois. J'ai été expatriée 2 fois, j'ai changé de métier, j'ai changé de carrière, j'ai fait des études différentes. Bien sûr que oui, et je pense que c'est là aujourd'hui, moi je me pose des questions aussi sur mon métier, sur le métier de l'entrepreneuriat, sur aussi sur, cette nouvelle façon qu'on a d'entreprendre nous les femmes, et aussi sur le monde du web, hein, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est dans une transition quand même, hein, parce qu'il y a eu des coachs qui sont arrivés sur le marché. Donc c'est important aussi de faire la différence. Et donc oui, à mon avis, c'est cette adaptation, cette adaptabilité en fait, hein, elle est nécessaire tout au long de notre vie, ça c'est sûr. Mmh. J'ai vu que tu avais vécu à bien d'autres endroits qu'en France. Est-ce que justement tu as observé également qu'on a des spécificités très françaises liées à notre rapport à l'argent? Alors ça, c'est certain qu'en France, on a, vraiment un rapport à l'argent qui est très particulier, probablement dû, à être passé, en lien avec la religion probablement catholique, parce qu'on est quand même une nation, enfin, dans lequel, ben, la religion catholique est très prégnante. Donc il y a un rapport, avec, une certaine méfiance. Souvent, on s'imagine que, bah, les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas forcément, toujours très sympas. On a du mal à parler, de façon ouverte de ce que l'on fait, de ce que l'on gagne. Je pense aussi, enfin, par rapport aux États-Unis notamment dans lesquels j'ai vécu, ou même en Espagne, ou même, à Cuba, parce que moi je suis d'origine cubaine, je suis d'origine espagnole par mon père. Il y a un rapport à l'argent très particulier en France, qui est même de l'ordre de la suspicion, de l'envie. Enfin, c'est vraiment, assez incroyable. Et c'est vrai que si on pouvait assainir, notre rapport à l'argent, bah, ce serait vraiment chouette, parce que ça, je pense que ça permettrait, à beaucoup plus de personnes d'accéder à plus d'abondance, ça c'est sûr. C'est même un sujet, moi, je trouve, qui est essentiel quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, puisqu'on a beaucoup d'idées reçues quand on passe du salariat vers l'entrepreneuriat. Et c'est beaucoup, en fait, ces questions de confiance financière qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je le vois chez énormément de femmes que j'accompagne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que, il y a un problème aussi de valeur personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est, comment je fais pour, vendre, mes services, et pas me vendre, hein, bien évidemment. Et puis, comment je fais pour mesurer en fait, hein, c'est quoi ma valeur, comment je fais pour, définir finalement, un taux horaire, une séance. Moi j'ai quand même souvent accompagné des thérapeutes, des coachs, et cetera. Et en fait, c'est pas toujours évident, et je pense que c'est aussi en lien avec, cette relation que nous, on peut avoir, nous les femmes, parce que malgré tout, l'argent, c'est quand même quelque chose de masculin, c'est très yang, hein, et nous les femmes, bah, on est très yin, et donc nous, on est plus dans la relation, on est plus dans la connexion, et donc comment je fais pour, justement passer outre cela? Donc peut-être qu'il y a aussi un modèle aussi à réinventer. Alors moi, je le vois quand j'interviens sur des associations de femmes entrepreneurs, justement, les femmes sont très heureuses de parler d'argent entre elles. Et quand il y a des hommes, elles n'osent pas en parler. Ben, c'est clair, il y a comme un blocage, comme si finalement, alors je pense que rapport à l'argent, c'est aussi beaucoup le rapport à l'homme et le rapport au père. Hem, C'est quelque chose qui est encore très présent dans l'inconscient collectif en France, ainsi que le fait qu'on associe les femmes à la féminité au don, ce qui fait que souvent elles sont positionnées sur ces métiers et ont du mal à réclamer leur juste valeur dans leur métier. mais tout à fait, absolument, ouais. Est-ce que tu as noté également que les femmes ont souvent du mal à recevoir? Alors complètement, et d'ailleurs moi j'en ai fait une théorie, j'en parle dans mon livre «Demande à l'univers et réalise ton big dream», où, j'appelle ça, l'analogie de l'œuf, hein. L'idée en fait c'est, Christiane Nordström, en fait, c'est une américaine, qui fait partie des Super Soul, tu sais, Super Soul Tuesday, Super Soul de Oprah Winfrey. C'est une femme qui doit avoir 70-80 ans maintenant, et cette femme en fait, elle nous parle de
donc l'histoire de l'œuf, elle explique que donc l'ovule, voilà, l'ovule normalement, c'est celui qui, donc tu as les petits spermatozoïdes, hein, qui arrivent et puis, qui rentrent enfin qui essaient de rentrer dans l'œuf et c'est l'œuf, en fait, qui décide ou pas si elle va accueillir un, 2, 3 spermatozoïdes pour pouvoir justement féconder et ensuite descendre et faire un magnifique bébé. Et donc je trouve que cette analogie, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que finalement, c'est nous qui décidons ou pas si on veut recevoir. Et effectivement, l'art de recevoir, c'est un art très féminin, hein, très yin et pourtant, finalement, les hommes sont super à l'aise à recevoir. En revanche, nous, les femmes, on a beaucoup de mal à recevoir un compliment, à recevoir de l'argent, à recevoir une invitation, à recevoir un repas payé par une copine. Et donc, c'est vrai que c'est très curieux. Et donc, tu vois, tout à l'heure, j'étais avec une dame à qui j'ai fait un compliment et elle me dit oh, mais bon, c'est OK. Je lui dis mais non, mais tu peux dire merci, merci, accepte le compliment. Elle avait tendance à minimiser. Absolument, exactement. C'est vraiment tendance à minimiser et donc forcément, a fortiori, tendance à minimiser sa valeur et donc à moins bien se faire payer et donc à ne pas demander surtout, hein. Pour moi, demander, ça fait partie des choses, qui sont, normales et c'est assez rigolo parce que finalement, quand une femme demande, on va dire, «Oh bah, elle est quand même elle est pas gênée, hein, elle est pas gênée». Ou alors elle est trop, enfin, en fait, c'est presque comme si elle était un peu trop, tu vois? Trop demandeuse, trop, cheftaine, alors que finalement, c'est juste être un leader, enfin, c'est sa posture de femme, de leader, enfin, vraiment être dans son yin, dans son yang, en disant: «Bah, voilà, voilà ce que je vaux», que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est essentiel, d'avoir cette posture et d'être, à l'aise, en fait, avec ça. Mmh. Du coup, tu n'es pas qu'entrepreneur, tu es aussi finalement très engagée sur le chemin de la liberté financière puisque tu es entrepreneur et investisseuse. J'imagine que tu t'es lancée là-dedans pour, optimiser et améliorer ton rapport au travail, au temps et à l'argent. C'est ça. En fait, l'objectif, hein, bien évidemment, derrière tout ça, c'était de se créer un revenu supplémentaire. Moi, j'avais besoin de me défaire d'une pression financière. Enfin, en fait, je recevais de l'argent, une pension alimentaire pour rien cacher et qui m'était mal donnée. Parce que pour moi, l'argent a une âme et quand on nous donne de l'argent qui est mal donné, eh bien, ben, on le reçoit mal aussi, tu vois? Enfin, je pense que ça, c'est et donc moi, je me sentais mal à l'aise, je me sentais même, il y avait comme une emprise énergétique quelque part et je me sentais pas libre et donc l'objectif derrière mes premiers investissements, c'était vraiment de pouvoir remplacer, cette pension alimentaire par des revenus supplémentaires afin de me sentir complètement libre, même si ça m'était dû, mais au moins c'est comme si j'avais un détachement qui m'était permis. Et donc, à partir du moment où j'avais ce détachement qui était permis par rapport à cette somme d'argent, puisque de toute façon l'argent c'est une énergie, hein, donc je suis détachée de ça, eh bien, je me sentais beaucoup plus, voilà, beaucoup plus libre d'envoyer paître l'autre, de me sentir beaucoup plus forte aussi, d'être plus dans mon alignement et dans mon intégrité et de pouvoir dire à l'autre: «Ben non, ça ne me convient pas ce que tu me dis, non, c'est pas normal» et parce que j'avais pas la peur derrière de manquer, j'avais pas la peur de me retrouver, dans une posture, manque tout simplement. Mmh. Donc Quels se Quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui a décidé de manifester une vie financière différente? bah, déjà, c'est clair que faire un travail sur soi, comprendre d'où on vient, comprendre quels sont ce que j'appelle moi les money stories, c'est-à-dire en fait les histoires en lien avec l'argent, les blocages aussi qu'on peut avoir avec l'argent, et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient systématiquement, peu importe le niveau où on se trouve dans notre, réussite. Eh bien, à chaque fois, il y a des paliers, quelque part qui arrivent, l'univers est super bien fait, vient toujours nous challenger donc c'est prise de conscience et je connecte les points et ensuite je nettoie et j'avance. Je connecte les points, je nettoie, j'avance et je regarde mon histoire en lien avec l'argent, je regarde mes blocages en lien avec l'argent et plus j'ai conscience finalement, enfin pour moi c'est un travail de conscience, hein. Tout notre chemin de vie, de personnel, c'est passer de l'inconscience à la conscience et des peurs à l'amour, hein. Je paraphrase, notre ami, Frédéric Lenoir, mais c'est vraiment ça, je dis ça aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité parce que c'est vrai que je suis dans une période un peu plus difficile. J'ai eu pas mal de problèmes personnels et je traverse une espèce de vague à l'âme, quelque chose comme ça et donc je pèse vraiment mes mots par rapport à ça en disant que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de prendre conscience que la vie nous porte, en fait et que peu importe ce qu'on va faire et donc ça, pour pouvoir cette posture, à mon sens,
et ben, c'est un travail personnel qui est nécessaire, tout au long de notre vie, en fait. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est de développer ce qu'on appelle une mentalité de croissance, qui est quelque chose qui est assez peu, connu en France, et l'idée de ne jamais se dire que ce que nous vivons sont des échecs, mais en fait, ce ne sont que des opportunités de nous connaître un petit peu mieux et d'avancer vers ce qu'on est. Absolument, c'est évolution et croissance tout au long de la vie. En regardant, la nature, en fait, hein, la nature nous inspire énormément. Elle nous montre que, voilà, il y a des saisons, il y a des moments où, il y a les températures qui sont magnifiques, tout le jardin, se met à fleurir, et puis il y a des moments où ça décroît et on passe dans un moment où c'est un peu plus difficile. Donc, si plus on est en lien aussi avec ces mouvements, ces fluctuations de la nature, on les dompte, hein, d'une certaine façon. C'est comme les vagues, en fait, hein. Parfois, c'est difficile de passer la barre, parfois on se prend des paquets d'eau, mais il y a des petits moments là qui sont incroyables quand on descend sur le surf et quand on est sur sa vague et là, waouh! Enfin voilà, il y a une sensation et cette sensation parfois elle est courte, hein. Elle est courte, et mouvementée. Et mouvementé, mais par contre, voilà, tu as de temps en temps, tu te prends des vagues, waouh, tu surfes là-dedans, c'est le bonheur total. C'est un super kiff et on y revient et pour moi, c'est ça et quand on parle d'évolution et de croissance, c'est pour reprendre l'analogie du surfeur, c'est vraiment, bah oui, il y a des moments, tu vas réussir des vagues super bien et tu sais pas pourquoi. Il y a des séries, tu dis: «Waouh, c'est génial, ça marche top» et il y a des moments, la mer, elle est en vrac et là, tu te dis: «Waouh, bah là, je sors même pas, quoi». Voilà. Donc tu restes sur le bord de la plage et tu regardes. Est-ce que c'est important pour toi d'arroser régulièrement ses rêves? Ah bah, c'est clair. Moi, j'ai une femme qui m'inspire énormément dans ma vie, c'est ma grand-mère. Elle a 97 ans, elle est encore vivante et elle me disait, tu sais, bon, donc dans mon livre, moi, je propose un challenge qui s'appelle «Les 100 buts dans ta vie» et on parlait de ça toutes les 2. Puis elle me dit: «Ah mais tu sais, avec grand-père, dès qu'on avait un petit rêve, en fait, on le notait dans un carnet». Moi, je dis: «Non mais c'est dingue». Je dis: «Mais tu sais», je lui explique: «Voilà, moi, je fais ce challenge «Les 100 buts dans ta vie». Et donc on échangeait ça toutes les 2 et elle me dit: «Mais tu sais ma petite fille, faut que tu saches, tant qu'on a des rêves, on est en vie. Quand on n'a plus de rêves, on meurt». Et tu vois, grand-mère à 97 ans, ben, malgré tout, elle a toujours cet optimisme, tu vois? Alors je sais pas si elle a des rêves, forcément, je pense pas qu'elle ait des rêves de choses à faire, mais en tous les cas, elle rêve toujours, elle est toujours connectée, en fait, avec, plus grand, avec l'univers et tu vois bien que, ça la porte et c'est ce qui lui permet d'être encore aujourd'hui à 97 ans, heureuse, positive, pleine d'enthousiasme et en vie. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette interview? Des conseils à donner? J'aurais envie de dire, n'ayez pas peur des downs, en fait, n'ayez pas peur des moments de contraction parce que de toutes les façons, après chaque période de contraction, il y a toujours une période d'expansion. Parfois, les périodes de contraction peuvent être un peu longues. Moi, je suis dans une année 9 cette année, donc c'est une année, donc en numérologie, hein, c'est la fin d'un cycle, donc j'ai hâte que l'année 1 recommence, hein, j'avoue. Donc oui, il y a des moments où on est dans le creux de la vague, mais en même temps, c'est notre capacité à maintenir vraiment en bas, qui fait qu'on est capable de se maintenir, d'aller très, très haut. Je ne dis pas que tout le monde est destiné à aller très haut. Chacun a son chemin, chacun a sa réussite. J'ai envie de dire autre chose et ça, c'est très important, c'est ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que parfois les réseaux sociaux peuvent être, extrêmement, distordus. En tous les cas, si vous voyez quelque chose qui vous agite chez quelqu'un qui a en face de vous, dites-vous que, bah, probablement que vous avez ça en vous. Mais surtout, cette comparaison, cette fascination qu'on peut avoir par les réseaux sociaux, elle est très perturbante à mon sens. J'en ai été victime moi aussi, et j'avoue que, je pense que c'est important de se regarder soi et de se dire que c'est quoi mon propre chemin? De quoi j'ai envie moi? Parce que la réussite d'Ophélie, c'est pas la réussite de Sophie et la réussite de Sophie n'est pas la réussite d'Ophélie. Donc à un moment donné, c'est quels sont mes curseurs de réussite? Quels sont mes curseurs à moi, d'expansion? Et je pense que ça, c'est important de bien le mesurer parce que, sinon on vit la vie de quelqu'un d'autre. Et je pense que notre chemin à nous, c'est de nous connaître et d'apprendre à qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait triper moi? Et oui, peut-être qu'il y a des femmes qui vont être top one again, qui vont réussir, qui vont gagner des millions d'euros. Et peut-être que d'autres, elles vont avoir un super business en faisant juste 50, 100 000 euros et ça va super et c'est déjà très, très, très bien. Donc, en fait, il n'y a pas de comparaison et c'est chacun fait en fonction de sa propre identité et de ses propres besoins, j'ai envie de dire. La vraie belle ambition, c'est de répondre à ces phases de vie et d'écrire la folle histoire d'une vie qui n'appartient qu'à nous. Mais complètement, Ophélie, je te rejoins tout à fait.
Je te remercie de ton témoignage, de cette interview. Je mettrai en description de cette vidéo les liens vers tes livres. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Frico Féminin.